Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord les titres. Deuxième round des discussions des chefs d'État membres de la CIRGL. Les travaux ont débuté ce samedi sans le président rwandais Paul Kagame. Plusieurs personnalités attendues n'ont pas fait le déplacement de la capitale ougandaise. Pendant ce temps, des voix s'élèvent de partout pour condamner l'agression dont la RDC est victime. L'Alliance des Républicains démocrates est elle aussi sortie de sa réserve pour exiger des sanctions contre les auteurs de tueries à l'est du pays, avant de dire tout son soutien aux institutions de la République. Au même moment, le sénateur Modeste Mutinga devait lui aussi condamner de la manière la plus ferme les exactions commises par les ennemis de la paix à l'est du pays. Sénateur du Kassai occidental, il a exhorté ses frères et sœurs de province à l'unité et à l'amour pour l'essor de cette grande communauté qui croupit dans la misère noire à cause sans doute des divisions de ses élites. Pour sa part, Chrysostome Vaumoti a donné le coup d'envoi de la campagne agricole pour la saison qui commence. Le ministre de l'Agriculture a signé un contrat de collaboration avec la BCECO pour le financement de la campagne agricole qui commence. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir, sommet de Kampala. La réunion des chefs d'État s'est finalement ouverte ce samedi en fin de matinée. Moins d'un tiers d'invités seulement ont répondu à l'invitation du président ougandais Yoweri Museveni. Parmi les absents, Paul Kagame, dont le pays est pourtant accusé d'agresser la RDC. Ce mini-sommet, qui devait résoudre l'épineuse question de la mise en place d'une force internationale neutre, n'a finalement pas abouti à grand-chose. Les violents sont loin plutôt de s'accorder entre Kigali et Kinshasa, alors que s'ouvre à Kampala la réunion extraordinaire de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. En effet, Kinshasa persiste sur la position de configurer les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo afin d'en faire une force internationale neutre à déployer dans sa partie est. C'est que refute le Rwanda qui soutient plutôt l'idée d'actionner le mécanisme conjoint de la vérification comme prévu dans le pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. En vigueur depuis 2008, on va droit vers une impasse. Analyse de la rédaction avec Patrick Chamala. Le temps a été donné dès la réunion préparatoire qui s'est tenue hier jeudi dans la capitale ougandaise. Les experts congolais de la défense accusent leurs homologues rwandais de refuser l'examen de la proposition des ministres de la Défense des Grands Lacs qui découle de la réunion en août dernier à Goma. Lors de cette rencontre, les patrons de la défense de la CIRGL avaient décidé de l'implication des Nations Unies et de l'Union africaine dans la force neutre qui doit être déployée entre la RDC et le Rwanda pour lutter contre les groupes armés actifs dans cette partie du continent. Ils avaient également décidé que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC ne devaient pas faire partie de la dite force avant d'en définir la taille, soit 4000 hommes, et les principales zones de déploiement, notamment Beni, Rwenzori, Walikale et Masisi. Mais comme lors de Kampala 1, c'est encore le Rwanda qui est à l'origine du blocage. Selon les représentants congolais, Kigali voudrait que l'on se penche plutôt sur le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que sur le centre conjoint de fusion des renseignements. En fait, Kigali n'a jamais digéré que l'on déploie une force internationale à la frontière sans qu'elle n'en fasse partie. Voulant faire croire qu'elles sont une partie de la solution plutôt que le problème, les autorités rwandaises refusent toute implication des forces de l'ONU. On se rappellera que dans son interview accordée à la journaliste belge Colette Brackman, le ministre rwandais à la Défense, James Kabarebe, avait déjà dit qu'il ne croyait pas en cette force internationale. Pour les autorités de la RDC, il n'est pas possible de penser à une force neutre sans impliquer la mission onusienne. Comme lors de Kampala 1, les travaux ont débuté par un couac qui risque de persister jusqu'à la fin du sommet. L'on redoute donc un nouvel échec. Le décor semble bien planté pour que ce sommet ne débouche sur une impasse. Je vous le disais en titre, le sénateur Modeste Mutinga salue l'élan de la solidarité nationale en rapport avec l'agression qui menace dangereusement l'intégrité territoriale. Il a dit
toute sa satisfaction face à la mobilisation des confessions religieuses et à la société civile pour dénoncer le projet de balkanisation qui guette le pays. Le rapporteur du Sénat l'a dit au cours de son point de presse ce samedi en son cabinet au Palais du Peuple. Je vous propose un extrait de son exposé choisi par Oscar Bakandoa. La situation sécuritaire à l'Est nous interpelle tous. La violence imposée à nos compatriotes vivant dans cette partie de la République est à la base des souffrances indicibles qu'endurent nos frères et sœurs de deux Kivu. On y compte non seulement des morts et des blessés, mais également des déplacés par plusieurs dizaines de milliers. Les rebelles du M23 qui se sont installés à Rutshuru mettent déjà en place une administration parallèle. Ils nomment des administrateurs et des chefs coutumiers acquis à leur cause. Je me réjouis de l'élan de solidarité nationale qui rassemble les Congolais derrière la bannière nationale, sans distinction d'opinion idéologique, religieuse ou autre. C'est le lieu d'affirmer que nos compatriotes savent taire ce qui les divise et privilégier ce qui les unit quand la partie est en danger. Face au coup de bouton récurrent de la balkanisation du Congo, le peuple congolais a toujours opposé une farouche résistance à cette funeste entreprise, administrant ainsi une magistrale leçon de patriotisme aux ennemis de la République. Honneur doit être rendu particulièrement aux confessions religieuses et à la société civile qui se sont levés comme un seul homme pour dénoncer cette énième agression de notre mère patrie et porter la voix de cette protestation jusqu'à l'Organisation des Nations Unies à New York. La situation à l'est de la RDC ne laisse pas indifférent l'Alliance des Républicains démocrates. Ce groupe parlementaire, membre de la majorité présidentielle, a tenu une réunion élargie aux députés nationaux présents dans la capitale en vue d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, particulièrement dans le Nord Kivu. Il dénonce l'agression dont le pays est victime et demande à la communauté internationale de prendre des sanctions exemplaires contre les auteurs des crimes qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo. Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo. Le groupe parlementaire Alliance des Républicains démocrates se félicite du climat général de paix et de sécurité qui règne désormais sur l'ensemble du pays. Cela, malgré la situation sécuritaire volatile à l'Est, cette zone est caractérisée par la guerre d'agression du Rwanda. Une agression que ce groupe parlementaire condamne fermement et appelle à l'ONU et la communauté internationale à l'application des sanctions concrètes et exemplaires contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. À cet effet, la RD stigmatise toute velléité de division interne, notamment à travers des déclarations et initiatives intempestives de diabolisation des institutions de la République en général et du président de la République en particulier, dont on ne peut en aucun cas mettre en doute le sens élevé de patriotisme. La RD demande avec insistance à la communauté internationale et plus particulièrement à la SADC, à la CIRGL, à l'OUA, à l'Union africaine et à l'ONU de prendre toutes les mesures requises pour mettre fin à la guerre d'agression et d'accompagner la République démocratique du Congo dans ses efforts en vue de la consolidation de la paix et de la démocratie. La RD soutient le processus de formation d'une armée nationale et républicaine et encourage la jeunesse à se faire enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC. Ce groupe parlementaire, membre de la majorité présidentielle, demande à toutes les autorités politiques et militaires de démasquer et de mettre définitivement hors d'état de nuire tous les complices civils et militaires qui servent la cause de l'ennemi. Face à la paralysie politico-administrative qui gangrène la province du Kassai occidental, le sénateur Modeste Mutinga Mutuishai invite la Cour suprême de justice de rendre son arrêt le plus tôt possible dans le litige opposant le gouverneur déchu à l'Assemblée provinciale.
Une solution devant permettre à la province de redémarrer sur des bases saines. L'élu des élus du Kassai occidental a lancé cet appel ce samedi lors d'un tête-à-tête avec la presse dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Oscar Bakandoa, Yasseme Avungaza, Batako Nadej et Chakonyembo. Devant la presse réunie dans son cabinet de travail, le sénateur Modeste Mutinga plaide pour son Kassai natal et déplore les divisions tribales et la paralysie politico-administrative qui gangrène sa province. La situation que traverse le Kassai occidental à ces jours est considérée par l'élu des élus comme un corps sans tête. Au jour d'aujourd'hui, en effet, le Kassai occidental ressemble à un corps sans tête. Le gouverneur Kabasouba Bokatulondi a été destitué à la suite d'une motion de défiance votée à l'Assemblée provinciale, tandis que le vice-gouverneur Koumouessa, élu député national en novembre 2011, a opté pour l'Assemblée nationale. Ce vide politique qui perdure menace la sécurité de la province et aggrave la situation socio-économique déjà préoccupante. Puisse la Cour suprême de justice, saisie du litige qui oppose le gouverneur déchu à l'Assemblée provinciale, rendre le plus tôt possible son arrêt en vue de permettre à la province de redémarrer sur des bases saines. Modeste Mutinga Mutushai invite par ailleurs tous les leaders du Kassai occidental à se mettre ensemble au lieu de continuer de gémir sur les malheurs qui ne cessent de s'abattre sur cette province et propose une voie de sortie. Je propose donc aux leaders politiques et aux élites des districts du Kassai et de la Louloua une rencontre d'échange qui ne devrait aucunement se transformer en une sorte de tribunal d'inquisition pour juger qui que ce soit. Cette rencontre, à mon sens, devra être l'occasion de décortiquer sans complaisance ni état d'âme les vrais problèmes qui nous empêchent d'arrêter la descente aux enfers de notre province. Pour le sénateur Mutinga, ces échanges pourront constituer une sorte de catharsis collective susceptible de délivrer les esprits de l'emprise des rancœurs, des frustrations et des inimitiés accumulées depuis de nombreuses années. Modeste Mutinga a donc accompli sa part des contrats. Il revient à présent à tous les leaders du Kassai occidental d'accomplir la leur, celle de matérialiser cette initiative salvatrice pour la province du Kassai occidental. Les conflits d'honoraires sont depuis quelque temps à la base des déchirements entre les avocats et leurs clients, mais aussi entre les avocats eux-mêmes. La question a fait l'objet d'un échange entre le Bureau national du Conseil de l'Ordre des avocats venus de différents barreaux de la ville de Kinshasa. Cette conférence débat a eu lieu vendredi à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Jemima Mogo, Charline Tossi et Jean Péquet. Tel un enseignant devant ses élèves, le bâtonnier national Mbouimbiye insiste devant ses confrères sur le respect de la loi en matière des honoraires dus aux prestations des avocats. Juriste de renom, l'homme reconnaît que les conflits des honoraires deviennent monnaie courante devant le Conseil de l'Ordre. Il justifie cette situation par le non-respect de la loi et la situation générale du pays. Il ne faut pas qu'on vous donne des honoraires aujourd'hui que la Cour suprême va vous demander demain de rembourser, parce que la Cour suprême est en possession de ce barème d'honoraires. Et lorsque les parties en litige vont devant la Cour suprême de justice, il a également comme instrument, disons, de mesure pour les honoraires, le barème des honoraires. Tant que ce barème restera celui que nous avons, c'est difficile de passer à un jeu d'harmonisation, parce que harmoniser, c'est fausser les prévisions du barème telles qu'ils sont données. Concernant l'affaire qui l'oppose à la succession d'Angbele, Maître Mbouimbiye n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Document à l'appui, il a démontré que celui qui fut jusqu'il y a quelques mois son ami Maître Paul Moussangu n'a jamais gagné le procès devant la Cour suprême. La somme qu'il réclame de la famille d'Angbele est une juste récompense à titre d'honoraire pour les prestations rendues. Il a prié ses jeunes confrères à éviter la manipulation et à travailler en toute transparence selon les prescrits de la loi.
La formation organisée à l'intention des barreaux de Kinshasa dans le cadre du projet Accompagnement judiciaire des enfants en conflit avec la loi et victimes des violences s'est clôturée ce samedi. Les barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete étaient les principaux bénéficiaires de ce séminaire de renforcement des capacités pour la mise en place d'un mécanisme intervenant dans le secteur de la justice pour mineurs et des violences. Cet atelier de 5 jours avait lieu au centre de rééducation pour handicapés physiques Rosawazi et Fiston Buni. Ils sont désormais qualifiés pour défendre les enfants en conflit avec la loi et victimes de violences de toutes sortes. À la faveur de cette formation, ces avocats viennent d'apprendre de nouvelles méthodes juridiques en ce qui concerne la protection des enfants et les possibilités de leur apporter une assistance judiciaire dans les cas où ils venaient de commettre des infractions. Venus de barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete, ils se disent assez outillés pour commencer les travaux sur le terrain. Ce que nous avons appris de nouveau, c'est que les enfants, pour ne pas les frustrer, les avocats ne doivent pas se présenter en toge pour prendre la défense de ces enfants-là. Les avocats se présentent sans toge, donc vous comprenez, sans nos robes noires. On se présente sans toge. Au lieu de dire criminel, on dit l'enfant conflit avec la loi. Au lieu de dire infraction, on dit manquement. Alors par rapport à tout ça, nous nous estimons capables aujourd'hui de prendre convenablement la défense de ces enfants-là en conflit avec la loi. L'UNICEF promet tout son soutien au gouvernement congolais en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant. L'organisation exhorte les participants à l'application de connaissances acquises pour la défense des enfants. Ils vont accomplir des grandes œuvres en faveur des enfants en conflit avec la loi et des enfants victimes des violences, notamment sexuelles. L'UNICEF assure les bâtonniers qu'elle va continuer à soutenir ces genres d'activités. Cette formation qui contribuera sans doute à une meilleure protection des enfants en conflit avec la loi et victimes de violences est un atout à ne pas négliger. Le ministère de l'Agriculture et le BCECO s'engagent à travailler main dans la main pour la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. À cette occasion, un contrat de collaboration vient d'être signé par les deux parties d'une valeur de 15 millions de dollars américains qui ont été disponibilisés par le gouvernement pour l'achat du matériel et des semences. Les achats s'effectueront par voie d'appel d'offres par le truchement de la BCECO. La cérémonie a eu lieu ce samedi au ministère de l'Agriculture et le Développement rural. Nous y reviendrons avec force et détails. L'alphabétisation et la paix, c'est sous ce thème que le monde a célébré ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. Dans son message, Irana Boukova, directrice générale de l'UNESCO, exhorte les nations du monde à ne pas laisser les conflits armés priver les enfants et les adultes les opportunités d'avoir accès à l'alphabétisation. C'est un droit fondamental de la personne humaine, a-t-elle rappelé. L'alphabétisation et la paix, tel est le thème choisi par l'UNESCO pour la journée internationale de l'alphabétisation. Selon l'UNESCO, 18 millions sur une population estimée à près de 70 millions d'habitants, hommes et femmes, ne savent ni lire ni écrire. Les Quinois rencontrés pensent qu'il faudrait baisser le niveau d'alphabétisation à 33% en République démocratique du Congo. Mariam Boya et Jean Péquet. On estime à 18 millions d'analphabètes, hommes et femmes ne sachant ni lire ni écrire en République démocratique du Congo. Au-delà de la manifestation officielle organisée par l'UNESCO, plusieurs Quinois rencontrés pensent qu'il faudrait relever le niveau de l'éducation en RDC. Il s'agit d'investir dans la formation de la jeunesse, espoir de demain. Par l'alphabétisation, nous devons comprendre que c'est un concept qui veut simplement dire celui qui sait écrire, et parler. Aujourd'hui, je ne savais pas que le monde avait célébré la journée mondiale de l'alphabétisation. Lancer un message pour les gouvernements congolais pour essayer de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution par rapport aux analphabètes. C'est l'humanité entière qui célèbre la journée de l'alphabétisation, c'est-à-dire un moyen d'apprendre à lire ou à écrire. Mais ce qui est déplorable en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la majeure partie des Congolais et des Congolaises est analphabète.
c'est-à-dire les gens sont sans instruction ou semi-alphabètes. Par ailleurs, l'alphabétisation en République démocratique du Congo devrait constituer un sujet de réflexion pour un grand pays comme la RDC qui aujourd'hui comprend 33% d'analphabètes. Que le gouvernement se doit un défi difficile, certes, mais pas impossible à relever. 14e sommet de la francophonie, les préparatifs connaissent un coup d'accélérateur. Pour en avoir le cœur net, le ministre des ITPR et son collègue des Transports ont effectué ce week-end, comme à l'accoutumée, une visite sur les différents sites qui devront abriter les travaux. Fridolin Kassuechi et Justin Kalumba sont satisfaits de l'avancement des travaux, nous dit Élisée Bilonda Kessongo et Blanchard Kandolo. Cette ronde commence par le pont Mondjiba. Fridolin Kassuechi Moussoka et Justin Kalumba Mwanangongo suivent avec attention les explications du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Médard Ilunga Mwamba. Ce pont en béton d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars américains, d'une portée de 40 mètres, il devrait permettre l'élargissement de cette artère qui relie le centre-ville à la place Kintambo Magasin. De là, la délégation atteint l'avenue de la Libération ex-24 novembre en passant par Kintambo Magasin. Les travaux vont bon train. La pose du deuxième tapis d'enrobé se poursuit. Au Palais du Peuple, un des sites retenus pour abriter les travaux du 14e sommet de la francophonie, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction et son collègue des Transports et Voies de Communication veillent aux plus petits détails. Tout sera bientôt en ordre. Ils peuvent se dire satisfaits de l'avancement rapide des travaux, tout comme au village de la francophonie, situé au stade des Martyrs. À la boucle d'échangeurs, les travaux évoluent normalement. On peut y observer la pose de Kankassé. Point de chute, l'aéroport international d'Ndjili. Fridolin Kassuechi Moussoka et Justin Kalumba Mwanangongo se rendent compte eux-mêmes de l'évolution des travaux. De l'aérogare jusqu'à la salle des visites, la délégation, accompagnée du directeur général de la Régie des voies aériennes, Abdallah Bilengue, ne peut que se réjouir de voir comment la destruction des épaves d'avions se poursuit. Le tout pour assainir l'aéroport. Ce travail s'est fait par le gouvernement, avec les structures dépendant du gouvernement, les sociétés privées, mais il faut aussi l'implication de la population. Parce que le développement d'un pays, ce n'est pas l'affaire des dirigeants, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous sommes heureux de constater que nous sommes en train d'aller résolument vers les résultats que nous sommes assignés. Voilà, d'ici quelques temps, peut-être 2 semaines, il n'y aura plus d'épave d'avion dans cet espace. Donc voilà un résultat qui aura été atteint. Et ça, c'est le message le plus important parce que le gouvernement est un gouvernement des missions et des résultats. Ces travaux amorcés à travers la capitale prennent la vitesse de croisière en marge du 14e sommet de la francophonie. Prévention des maladies non transmissibles par l'exercice physique, c'est le thème retenu pour la journée internationale de la kinésithérapie, célébrée le 8 septembre de chaque année. Et à l'occasion, l'Union des kinésithérapeutes du Congo a organisé une marche de sentier sur les différents axes de la ville de Kinshasa. Jemima Mogo, Nana Kongolo et Dieu merci Sueka rapportent. Étudiants et professionnels de la kiné, tous rivalisent l'ardeur. Venus de tous les coins de la capitale prendre part à cette marche de santé, les invités de l'Union des kinésithérapeutes du Congo peuvent se dire heureux de ne pas avoir gaspillé leur temps. Parti d'Assosa, gare centrale, 7e rue Limité, ministère de la Santé, c'est un terrain situé en face du stade des Martyrs qui se sont donné rendez-vous pour clôturer cette marche de 3 km qui a duré à peu près 1h30. Félix Kabange, ministre national de la Santé publique, qui a lui aussi pris part à cette activité, explique le bienfait des exercices physiques pour la santé. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la ville de Kinshasa, l'hypertension est parmi les plus grandes causes de consultation en médecine interne. Il y a plus de 1 million de personnes qui vivent avec l'hypertension artérielle dans la ville de Kinshasa. Et pourtant, c'est une maladie évitable. Voilà pourquoi, au niveau du ministère, nous avons jugé bon, au lieu des discours que nous faisons dans nos bureaux à l'occasion des journées pareilles, nous nous sommes dit nous faisons quelque chose qui puisse donner l'exemple à la population tout entière au niveau de la RDC que marcher 150 minutes par semaine. L'exercice physique, principalement la marche, permet de se déstresser, mais aussi de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. Le mouvement, c'est ça la vie. La kinésithérapie, c'est le traitement du mouvement perturbé.
Donc les gens doivent toujours être à côté du kinésithérapeute, pas c'est lui qui arrange les mouvements perturbés. Les spécialistes du domaine conseillent la marche journalière afin de maintenir la bonne santé corporelle. C'est ce dimanche qu'aura lieu le match qui opposera les Léopards de la RDC et les Nzelang nationales de la Guinée équatoriale. 24 heures avant le match qui aura lieu au Stade des Martyrs, Claude Leroy, sélectionneur national, et son homologue de la Guinée équatoriale étaient face à la presse ce samedi. Les deux parties se disent déterminées à gagner le match pour le 3e et dernier tour qualificatif de la CAN de football Afrique 2013. Christophe Kamonda, Dizzy Mampouya et Christelle Moulopo. Cette traditionnelle conférence de presse 24 heures avant les matchs reflète bien la tension qui monte à quelques heures de cette confrontation entre les Léopards de la RDC et les Nzelang nationales de la Guinée équatoriale. Ces matchs comptent pour la dernière phase des éliminatoires de la CAN 2013. Cette rencontre avec la presse se passe en deux temps. C'est le sélectionneur de Léopard, Claude Leroy, accompagné de Cédric Macadi, joueur de Fribourg en Allemagne, qui donne le ton. L'homme annonce que son groupe est conscient de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il s'agit de la qualification de Fauves congolais à la CAN 2013. Après 3 absences successives des disettes, Claude Leroy invite ses joueurs à plus d'efficacité et à la discipline. Il rappelle à son équipe d'éviter de tomber dans la facilité. Chaque joueur doit remplir la tâche qu'il assigne aux différents compartiments. Ce que je pense fondamentalement, c'est que chacun a un rôle très important à jouer dans sa partie pour la construction d'une équipe, d'un groupe, d'un staff. Et que j'ai la chance dans cette équipe, mais vraiment, c'est pas du tout la non plus pédagogique, d'avoir des joueurs. Cédric en est un des portraits d'une grande qualité humaine et d'une grande personnalité. C'est pas parce que vous disiez qu'il... Côté équato-guinéen, c'est l'entraîneur adjoint Casponopo et les capitaines Juvenal Ouono qui se présentent devant le professionnel des médias. Les capitaines des Nzelang nationales préviennent que son équipe, comme la RDC, sont déterminés à se qualifier. Ils sont venus pour les résultats. Le sélectionneur principal de cette formation n'est pas présent parce qu'il ne parle pas français, a justifié son second. Cette sélection équato-guinéenne est constituée de joueurs naturalisés. Je n'ai pas amené les Brésiliens ni les Centrafricains ni quoi. J'ai amené les Équato-Guinéens. Ils sont venus jouer contre la RDC. Tu m'as donné la liste des joueurs de la RDC. Est-ce que tous les joueurs de la RDC sont d'origine congolaise? Oui. Bien sûr. Moi aussi j'ai amené des joueurs guinéens, Équato-Guinéens. Non, c'est un entraînement privé. Toutes les parties souhaitent réaliser un bon résultat ce dimanche à Kinshasa avant les matchs retour prévus dans 2 semaines à Malabo. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi à Brazzaville et à Kinshasa. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.